Il y a 14 maires de grandes villes, de municipalités qui ont écrit une lettre ouverte au gouvernement du Québec alors qu'approche le 1er juillet pour demander d'adopter un registre des loyers, un registre qui soit public. Là, le but étant que, comme locataire, tu puisses savoir combien le locataire avant toi signait. Puis il demande que ce soit obligatoire, universel, public. Patrick Derry, analyste politique, est-ce que ça va régler le problème de la crise du logement, un registre comme ça? Écoute, on va pas être contre la transparence, hein? Puis c'est les principales villes du Québec là, qui ont demandé. Là, dans le cas de Montréal, c'est pas la mairesse, là, c'est le vice-président du comité exécutif, M. Doré, qui est aussi responsable de l'habitation. Donc, il y a une logique, mais les villes de Québec, Laval, Sherbrooke, entre autres, et plusieurs autres, Trois-Rivières aussi. Bon, la transparence, c'est toujours bon. On sait que quand on signe un bail, le propriétaire est supposé indiquer c'était quoi le loyer qui était précédemment chargé, mais des fois, drôle d'adon, il l'oublie. Donc là, on le sait pas. Donc là, il faut que tu le demandes. Et là, ça peut être un petit peu embêtant. Puis, tu sais, si tu es 5, 6, 7 à vouloir un logement, puis que tu es trop curieux sur le loyer, ben peut-être que le propriétaire, à un moment donné, va trouver qu'un autre qui ne pose pas de questions est plus intéressant, évidemment, parce qu'il n'y aura pas de contestation qui est envisagée. Bon. Donc, tu dis des fois, là, je lisais, Donc, oui. Patrick, que c'est 20 là. C'est une fois sur 5 que la clause, là, pour ceux qui ont signé des baux dans leur vie, là, la clause G, là, où normalement le propriétaire est censé écrire le montant du loyer que payait le locataire avant, mais il y a une fois sur 5, dans le fond, où c'est pas rempli. Ou c'est le contraire? Je pense que c'est une fois sur 5 que c'est rempli. Je sais Non, pas, elle je est me rêve remplie. peut-être, T'as mais raison, ça. t'as tellement raison. Moi aussi, j'étais là, c'est pas super finalement. Non, 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 t'as raison. Merci de le noter. Non. Elle est remplie seulement une fois sur 5, Ah exactement. ouais, Donc, dans fait que, écoute, 80 des cas, c'est pas rempli. T'as tout à fait raison. c'est délicat. Puis là, c'est sûr que dans un marché qui est complètement déséquilibré, ça peut mener à des abus. Et là, je dis ça peut mener à des abus parce que tous les propriétaires ne sont pas des abuseurs. Il faut quand même relativiser. Mais effectivement, fait que donc, ça peut permettre de rééquilibrer. Il y a déjà un registre qui a été mis en place par l'organisme Vivre en Ville. Il y a environ 30 000 personnes qui, volontairement, d'office, ont indiqué leur loyer là-dessus. Mais tu sais, c'est 30 000 loyers. Il y a plus que 3 millions de logements au Québec. Fait qu'on s'entend, c'est une petite fraction. Fait que ce que les maires proposent, c'est que le gouvernement de Québec rend ça obligatoire et qu'ils prennent en charge le loyer. Et bon, que ça se fasse à coup nul, ça, ça reste à voir. Là. Les gouvernements et les registres, des fois, c'est pas synonyme. Écoute, moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. Ceci dit, ça ne réglera pas ce qui est fondamentalement un problème d'offre. Parce qu'on manque de logements au Québec pour toutes sortes de raisons, parce qu'on n'a pas construit assez, parce que il y a des règles qui font que c'est difficile de construire, pénurie de main-d'œuvre, tout ce qu'on veut. Moi, j'aimerais ça dire un mot pour les propriétaires parce que, évidemment, on parle beaucoup de rénoviction ces temps-ci, c'est des dossiers spectaculaires, puis il n'y a aucune défense pour les gens qui pratiquent ça. Mais il y a aussi des propriétaires pour qui l'immobilier, c'est un investissement comme un régime de retraite, qui font ça correctement. Et il y a des règles qui sont assez contraignantes au Québec, notamment pour l'entretien des propriétés, c'est-à-dire la part du montant de tes rénovations que tu peux mettre sur une augmentation de loyer. Et les règles actuelles au Québec font en sorte que si, mettons, tu mets, je sais pas moi, 15 000 pour changer des fenêtres ou le toit d'un immeuble, il va falloir que tu récupères ça sur 26 ans. C'est Et long, ça commence c'est à long. être long. Ça commence à être très long. C'est long longtemps parce que, tu sais, par exemple, dans le cas des toits, tu as des toits en asphalte à Montréal que la durée de vie est 10-15 ans là, en étirant. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Tu vas le payer presque 2 fois avant de pouvoir récupérer le coût. Fait que c'est ça. Puis là, en passant, ça s'est amélioré parce que le calcul a été réajusté cette année, mais les dernières années, là, c'est allé là, à 40 et même jusqu'à 50 ans pour récupérer le coût des rénovations. Fait qu'évidemment, les effets sont assez faciles à prévoir. Ben, si tu ne peux plus entretenir, tu n'entretiens pas. Si tu ne peux pas rénover, tu ne rénoves pas. Fait que qu'est-ce que ça fait? Le parc se dégrade. Fait que là, ça donne ce que ça donne. Il y a des gens qui sont plus vulnérables, sont dans des endroits qui sont, des fois, c'est parfois un peu gênant. Mais aussi que les gens pour qui c'est un investissement pour la retraite, à un moment donné, ils font des calculs, ils disent, ben moi, mes billes sont là-dedans. Si les rendements boursiers sont plus élevés, ben, je vais arrêter le trouble parce que aussi, des fois, tu as des locataires qui déguerpissent. Encore là, c'est pas la majorité, mais tu sais, des gens qui payent, qui laissent un loyer en mauvais état, puis que, bon. Fait qu'il faut penser à ça aussi. Et là, je ne suis pas en train de dire que le système est absolument
formidable qu'il faut enlever le contrôle des loyers, puis on oublie tout ça, mais il y a des questions plus fondamentales à se poser là-dessus, et notamment ce qui incite les petits propriétaires là, qui en ont beaucoup de logements, des jumelés, des duplex, des quadruplex, il faut que ce soit intéressant pour eux aussi si on va avoir un parc immobilier en santé. Fait que faut penser à ça. Il faut penser à ça, Patrick. C'est toute une question d'équilibre. Mais là, tu vois, dans ce dossier-là, aujourd'hui, ben, tu as les municipalités qui sortent en disant il faut absolument un registre. Puis tu as la Corpic, là, la corporation des propriétaires immobiliers. Là, je vais le résumer rapidement, l'acronyme, qui dit il y a des registres comme ça qui ont été mis en place ailleurs, entre autres à Boston. Puis non seulement ça a eu un effet désincitatif au niveau des propriétaires. Puis finalement, ça a eu un effet contraire à ce qu'on cherchait. Puis ça a augmenté les loyers. Donc, tu sais, en tout cas, là, c'est deux discours qui s'affrontent, mais là, ça retombe encore dans la cour de la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, qui, en tout cas, je suis très curieuse de voir je sais pas ce que tu en penses, là, je sais pas comment elle va recevoir ça, mais tu sais, en même temps, le gouvernement du Québec aurait, tu sais, on peut pas dire qu'en habitation, là, il y a beaucoup de solutions sur la table. Le projet de loi 31, tu sais, justement, dans cette lettre-là, les élus disent que finalement, bof, c'est pas ça qui va venir régler ni la crise de l'habitation, ni la crise du logement. Je vois mal comment le gouvernement du Québec pourrait pas prendre la main tendue puis dire bon, ben on fait un pas au moins dans ce dossier-là. Ah ben c'est sûr qu'il n'y a pas de solution à court terme. Je veux dire, c'est comme en santé. Là. On en a pour... si on agit immédiatement pour mettre en place des solutions structurantes, là, puis c'est-à-dire qui vont avoir un effet sur le long terme, ben on en a pour 10 ans. 15 ans, peut-être 20 ans, tu sais, avant d'arriver à ça. Mais si on fait rien, ben on va le reporter encore. Là, fait que ça, c'est encore pire. Patrick, j'aimerais ça te parler avec toi, t'entendre sur le ministre Fitzgibbon qui, encore, là, parce que c'est pas la première fois qu'il le fait, s'en prend aux journalistes par ses médias sociaux. Là, on l'a vu sur Twitter, en tout cas, attaquer le Journal de Montréal pour la couverture qui a été faite. C'est une particulière relation qu'il y a quand même avec les journalistes. Oui, monsieur Fitzgibbon. Puis là, tu sais, là, c'est sûr, ça a l'air OK, Québécois qui défend Québécois, mais je veux dire, ce serait n'importe quel média, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est surtout, moi, c'est le contenu de la critique que je trouve amusant. Qu'un politicien soit pas content, ça peut arriver, qu'il échappe une petite pointe, c'est arrivé au premier ministre. Je trouve pas ça super élégant quand les médias font leur travail correctement, c'est-à-dire que quand je veux dire c'est factuel, puis dans le cas du reportage du Journal de Montréal, c'est sur les frais de voyage de M. Fitzgibbon qui ont coûté très cher. Puis quand on compare aux frais de Mme Guilbeault, par exemple, qui était en Europe, M. Fitzgibbon, il voyage pour plus cher que Mme Guilbeault, puis il voyage plus cher que M. Lamontagne aussi, le ministre de l'Agriculture, qui est allé au Japon. Bon. Ceci dit, M. Fitz, lui, sa réponse, c'est « vous comprenez pas ». C'est toujours comme ça, vous comprenez pas. Là, vous comprenez pas. Faire des deals, vous comprenez pas. Faire des deals, il faut que ça aille vite. Bon. Puis il y a d'une assurance absolument fabuleuse. Ça, c'est l'affaire qui me renverse à chaque fois, c'est personne ne comprend. Les journalistes ne comprennent pas. La commissaire à l'éthique ne comprend pas. Puis Sophie Brochu, l'ancienne présidente d'Hydro-Québec non plus, qui était économiste, qui avait dirigé une société d'énergie, là, elle non plus, elle ne comprenait pas. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Fait que là, ça, c'est la première chose. Mais après ça, c'est ça l'explication qu'il donne, c'est faut vraiment pas comprendre pour faire ça parce qu'on ne comprend pas la mécanique des deals. Mais moi, j'aimerais ça dire à M. Fitzgibbon que lui, peut-être qu'il ne comprend pas un peu justement comment l'économie se développe puis comment la richesse se crée. Parce que donner des subventions, c'est arroser des multinationales de milliards ou de centaines de millions. Là. Le Québec, à l'échelle canadienne, historiquement, c'est un champion selon différentes mesures. On arrive premier, deuxième. Je veux dire, on est proche de la tête. Ça ne nous a pas rendus plus riches. Puis, il y a des raisons pour ça qui sont connues des économistes, mais les comptables comme M. Fitzgibbon ont tendance à moins écouter les économistes. Mais je veux dire, c'est pas idéologique, c'est empirique. C'est documenté. D'abord, on ne gagnera pas un concours de subvention avec l'Union européenne, les États-Unis ou la Chine. Ça on peut-tu s'entendre là-dessus? Là? Même si les États-Unis décident d'y aller avec des pluies de milliards, là, on ne suivra pas. 2, l'État n'est pas bon pour choisir les entreprises qui vont gagner. Tu sais, en investissement, là, les investisseurs, c'est quelque chose qui est difficile pour quelqu'un qui fait ça à temps plein, de façon factuelle, objective, sans considération, pression politique ou tout ça. C'est extraordinairement difficile. Mais l'État est pas très bon pour faire ça. Fait, historiquement, quand on regarde les rendements de l'État dans les entreprises dans lesquelles il investit, c'est moins que la bourse. Fait que c'est pas compliqué, là. Mais là, pourquoi t'es-tu en train de dire qu'on n'a pas besoin de ministre de l'économie au Québec?
Ben, on n'a peut-être pas besoin d'économie. Ça a l'air d'être ça que tu dis. Ben oui, non, mais il n'y a personne qui prétend diriger l'économie. Par contre, tu as besoin de créer des bonnes conditions. Ce que tu veux, par exemple, je vais donner un autre exemple. Quand tu donnes des subventions, tu les donnes à qui? Tu les donnes souvent aux multinationales. Ce n'est pas nécessairement des entreprises qui innovent beaucoup. C'est l'innovation à bien plus souvent des petites entreprises. Fait que tu pérennises des grosses entreprises, des fois qui sont très, très actives dans le lobbying, et tu passes par-dessus des plus petites entreprises qui sont en train de grossir. Puis en plus de ça, tu prends l'impôt des plus petites, moyennes ou grandes entreprises qui ne sont pas très, très grandes ou favorisées par l'État. Tu prends cet impôt-là, puis là, tu subventionnes des multinationales avec ça. Fait que c'est un problème qui existe à l'échelle de l'économie canadienne, qui est très, très peu dynamique. Fait que ça, c'est la première chose. Tu déplaces des ressources, c'est mal alloué, puis c'est des choix politiques souvent qui sont faits, c'est des choix de lobbying aussi. On voit souvent, il y a différents grands investisseurs qui sont favorisés, qui sont proches du ministre. Puis moi, j'ai entendu quelqu'un à un moment donné qui me disait, ben, c'est vrai que M. Fitzgibbon, il connaît beaucoup de monde, mais ceux qui ne connaissent pas, il ne connaît pas. C'est ça le problème. Et ce que tu veux, c'est créer des conditions favorables pour tout le monde. Fait qu'à place de donner des subventions, puis tout tordre le marché, puis faire en sorte que certaines entreprises soient favorisées, tu peux baisser le fardeau fiscal, tu t'investis dans les infrastructures. Les infrastructures, ça, c'est un bon investissement qui profite à toutes les entreprises de façon non discriminée. Mais écoute, sinon, ça se peut peut-être que personne ne comprend rien, qu'il n'y a aucun économiste qui comprend rien, qu'il y a des prix Nobel qui ne comprennent rien, puis que personne ne comprend sauf M. Fitzgibbon. Mais je serais surpris. Ce serait assez surprenant, en effet. Mais là, tu es en train de me dire que dans ton futur, le futur premier ministre, Patrick Derry, là, il y aura pas de ministre, il y aura pas de ministre de l'économie dans son gouvernement, ça va être terminé. Puis puis la question des missions à l'international, là, moi, je suis tout le temps mitigée là-dessus. Tu sais, je suis d'accord avec toi, là, la réponse que Fitzgibbon a faite, c'est parce qu'elle était super agressive. Tu sais, moi, il y a le ton, là, aussi. Ouais. Mais tu sais, j'étais la première pas la première, mais je veux dire, la première chose qui m'a traversé l'esprit en voyant ces chiffres-là, je me suis dit, des missions à l'international, c'est important que les ministres en fassent, mais il y a mission puis mission. Tu sais, il y a des missions de serrage de main, là, entre toi puis moi, ça sert pas à grand-chose. Entre autres, toutes les missions parlementaires de l'Assemblée nationale, là, moi, je te couperai ça. Il y a un budget à l'Assemblée nationale faramineux pour aller faire des missions avec, tu sais, au Cameroun ou je ne sais pas trop, à Bruxelles, avec des parlementaires que tu ne reverras jamais de ta vie. Il n'y a aucun deal qui est signé là. Mais ça, c'est l'Assemblée nationale. T'sais. Après ça, les ministres, ils en font. La question, c'est, tu sais, OK, mettons que ta mission, elle a coûté 50 000 $. Elle a rapporté combien au Québec? Puis, tu sais, je pense que c'est ça qu'il essayait de dire, mais il le dit de façon tellement agressive en attaquant le journal, au lieu d'être dans une démarche, mais voici ce que ça a donné. Tu sais, fait la démonstration qu'il y a des montants qui ont rejailli de ça, puis que ça a donné quelque chose, puis il fallait absolument que tu te rendes sur place pour le faire, puis ça pouvait pas se faire autrement. Mais il y a tout le temps des montants qui rejaillissent, mais là, en plus, c'est parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, il n'y a pas de problème de création d'emplois. Fait que la démarche de créer des emplois, tu rentres en concurrence avec des entreprises ici. Il y en a des entreprises qui... Prends par exemple le secteur du jeu vidéo qui a été abondamment subventionné, puis il y en a qui disent, bon, on a démarré quelque chose, c'est peut-être nécessaire le temps que ce soit fait. Mais tu as plein d'entreprises dans les technologies installées au Québec qui ont de la misère à engager et qui ne sont pas capables de concurrencer avec les entreprises de l'industrie du multimédia, justement, parce que ces entreprises-là sont capables d'offrir plus en salaire pour des jobs comparables. Et là, l'ironie du sort, c'est que c'est une entreprise française. Les profits sont exportés. Les profits sont en France. Et d'ailleurs, les profits correspondent à peu près aux subventions que le Québec a versées là, historiquement. Fait que donc, les profits sont dans les subventions que le gouvernement a versées. Mais si tu parles des entreprises technologiques d'ici, bien moi, j'aimerais ça engager, puis j'ai de la misère. Mais je vais te mettre ça plus simple. Tu sais, quand des capitaux privés, là, il n'en manque pas dans le monde. Si à un moment donné, là, ça prend le gouvernement pour investir dans une entreprise, puis il n'y a pas d'entreprise privée, il n'y a pas de capitaux privés qui veulent y aller, ça ne devrait pas allumer une lumière verte pour dire « Hey, c'est formidable, on a un super deal, il n'y a personne qui a pensé dans aucun fonds d'investissement, il y a juste nous qui a pensé. » Ça devrait être le contraire. Écoute, si tout le monde a passé son tour puis qu'il reste juste l'État pour investir, peut-être que ça devrait allumer une lumière. Patrick Derry, analyste politique et peut-être futur premier ministre d'un gouvernement sans ministre de l'économie. Merci. Bonne journée. Est aussi un balado.
Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.